Bonjour à tous. Les femmes ont accompagné les hommes dès le début de la conquête de l'air. Le 20 mai 1784, la marquise de Montalembert accompagne son mari avec 3 autres passagères dans une montgolfière. Puis Sophie Blanchard devient la première aéronaute professionnelle. Elle meurt d'ailleurs tragiquement le 6 juillet 1819 dans un accident de ballon à Paris. En 1909, début du XXe siècle, est créé le club de femmes aéronautes La Stella par Madame Marie Surcouf, dont l'histoire vous est racontée dans une conférence Aéromasterclass de Philippe Lamy, que je vous invite à aller écouter. Et dans ce club, on trouve les premières aviatrices, dont Raymonde de Roche, voire pour cela la conférence de Nicolas de Lemos. Marie Marvin, une grande femme sportive, en a fait partie. Elle a, pendant la Première Guerre mondiale, proposé ses services, au tout début de la guerre, pour effectuer un service d'ambulance aérienne qui n'a eu en fait aucune suite. On a prétendu qu'elle aurait effectué une mission de guerre en 1915 et qu'elle aurait été décorée pour ce fait, mais en fait il s'agit d'une légende parce que on n'en trouve trace dans absolument aucun document de l'aviation militaire et on n'en trouve évidemment aucune trace dans le journal officiel où sont recensées toutes les décorations décernées. Donc, aucune femme n'a officiellement participé à une mission de guerre dans l'aéronautique militaire durant la Première Guerre mondiale. Mais officieusement. Officieusement, il y a bien une femme prénommée Yeti dont je vais vous raconter l'histoire. Elle nous amène dans une escadrille côtière, qui sont des escadrilles qui ont été créées sur des avions terrestres déclassés pour aider les unités d'hydravions montées par la marine nationale afin de surveiller les côtes des sous-marins allemands qui, à l'époque, font des ravages en s'attaquant aux navires de pêche et de transport. Alors, c'est une menace qui est très sérieuse pour la France et évidemment pour les autres pays alliés, car le long des côtes, il n'y a pratiquement rien pour parer aux dangers des sous-marins. Les navires de commerce naviguent le plus souvent seuls et ne sont très rarement escortés par des navires de guerre. Donc les U-boats allemands, qui naviguent d'ailleurs la plupart du temps en surface, coulent leurs victimes désarmées au canon plutôt qu'à la torpille et ne plongent qu'en cas de danger. Donc la liste des marins disparus en mer s'allonge sans cesse, surtout au large de la Bretagne et de la façade atlantique. Donc des expériences qui ont été menées avant la guerre, qui ont été d'ailleurs confortées par les premiers résultats opérationnels, il s'avère que l'hydravion se révèle comme un moyen utile et peu onéreux pour faire la surveillance des côtes, à défaut d'être un moyen d'attaque vraiment efficace en raison de la faible puissance des bombes qui sont emportées à l'époque. Et d'ailleurs, durant toute la guerre, l'aviation maritime n'aura coulé, ou du moins contribué à couler, et même pas coulé, neutralisé 2 U-boats seulement. Le ministre de la Marine, qui est en poste depuis le 29 octobre 1915, c'est-à-dire l'amiral Lacaze, l'a très bien compris et a entrepris plusieurs plans de développement d'une aviation maritime dès le 23 janvier 1916. Mais en fait, il part de rien pratiquement et il se heurte à 2 écueils. D'une part, il y a le manque d'appareils, parce que la Marine nationale a tardé à mobiliser le potentiel industriel des constructeurs, qui se retrouvent entièrement mobilisés, lui, par l'aéronautique militaire, par l'aviation de l'armée de terre. Donc l'organisation des chaînes de production d'hydravions, elle va être très lente à démarrer. Et puis, d'autre part, il y a aussi le manque de pilotes. Piloter un hydravion demande une formation spécifique et l'aviation maritime n'a, en 1916, pas assez d'écoles à la hauteur de ses ambitions de croissance. Donc, de ce fait, à la fin de l'année 1916, comme vous pouvez le voir sur la carte, les moyens aériens pour la protection des côtes sont très limités. Il y a un centre d'aviation maritime à Dunkerque, qui en fait est pratiquement une unité du front. Et il y a juste 3 autres centres opérationnels à Boulogne, au Havre et à La Palisse, près de La Rochelle. Sur la façade méditerranéenne, il y a un seul centre d'aviation maritime à Toulon et un autre qui est improvisé à Saint-Raphaël, où se trouve l'école de pilotage des hydravions. Donc vous pouvez voir, il y a de nombreux trous sur la carte, de nombreuses zones côtières non surveillées. On trouve aussi plusieurs centres d'aviation maritime à côté de Bizerte, et on en trouve 4 autres près des zones du front, à Venise, à Corfou, à Argostoli, pour surveiller l'entrée du canal de Corinthe, et à Salonique, qui est la base arrière de l'armée d'Orient. Mais bon, malgré les commandes et aux usines et la formation accélérée des pilotes, il faut faire vite, parce que le 31 janvier 1917, le Kaiser a signé un ordre de reprise de la guerre sous-marine à outrance, signifiant que tous les U-boats couleront tout navire rencontré sur les rivages britanniques ou français, quelle que soit la nationalité.
M. Daniel Vincent, qui est le sous-secrétaire d'État à l'aéronautique militaire, propose alors au mois de janvier 1917 à l'amiral Lacaze de former des escadrilles de patrouille côtière avec des appareils terrestres, pilotés par des pilotes de l'aéronautique militaire, c'est-à-dire de l'armée de terre. Donc Lacaze accepte immédiatement, et dès le mois d'avril 1917, il y a 5 escadrilles côtières qui vont effectuer leur première patrouille au Verdon, sur l'estuaire de la Gironde, au Sables-d'Olonne, à Quiberon, à La Baule, dans l'estuaire de la Loire, et à Eu, au nord de Dieppe. Ces escadrilles vont être respectivement numérotées 481 à 485 à partir du mois de juin 1917. Et grâce à ces escadrilles, ça aide à effectuer une croissance beaucoup plus forte du littoral, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, il faut savoir que l'installation de ces nouvelles formations se fait avec beaucoup plus de facilité que celle d'un centre d'aviation maritime, parce que un centre d'aviation maritime nécessite un rivage abrité sur lequel il faut édifier des rampes pour mettre les hydravions à l'eau. Pour les escadrilles terrestres, c'est simplement un champ réquisitionné où on installe des hangars bessonneaux et ça suffit. Mais c'est là le seul avantage des appareils terrestres par rapport aux hydravions. Parce que du fait de la fiabilité toute relative des moteurs de l'époque, une panne en vol n'est pas à exclure. Et si la panne survient au large, c'est pour l'équipage une noyade assurée, car un appareil terrestre n'est précisément pas conçu pour flotter. Donc de ce fait, la zone de survol de ces avions terrestres va être limitée à 20 000 des côtes seulement, et même alors qu'un hydravion va facilement à 50 000. Donc, leur emplacement sera choisi en conséquence, souvent autour d'un estuaire, comme le Verdon, la Baule, autour d'un chapelet d'îles pour les Sables d'Olonne, ou sur un promontoire comme Quiberon pour limiter l'éloignement de la terre ferme. Les escadrilles côtières sont toutes sous les ordres des commandants des patrouilles aériennes de la marine, bien qu'appartenant à l'aéronautique militaire, c'est-à-dire à l'armée de terre. Tous leurs pilotes et leur personnel au sol en sont issus, mais la plupart des observateurs, eux, sont fournis par la marine. Donc, en fait, d'avril 1917 à l'armistice, 12 escadrilles côtières au total vont être créées. Elles vont réaliser seulement 15 repérages de U-boats ennemis, et tout autour d'ailleurs des côtes de France métropolitaine, et réaliser 10 attaques à la bombe de sous-marins. Ça représente qu'à peine 5,6% des quelques 178 attaques aériennes qui seront réalisées contre des U-boats en 1917 et 1918 par l'ensemble des forces aériennes de lutte anti-sous-marine françaises. 159 l'ayant été par des hydravions et 9 par des dirigeables. Donc, parlons clairement, c'est un rendement qui est presque 2 fois inférieur aux hydravions compte tenu des effectifs. Face aux 1135 hydravions qui sont en service à l'armistice, il y a 146 appareils terrestres en service dans la lutte anti-sous-marine. Et donc, ce sont clairement des supplétifs. Alors, contrairement aux craintes de l'état-major, ces escadrilles ne perdront personne en mer, bien qu'on ait 4 pilotes et 2 observateurs d'unités métropolitaines qui vont perdre la vie en service commandé lors d'accidents au décollage de leur terrain, souvent imputables aux voisins Peugeot, dont les moteurs ont lâché peu après que l'appareil ait quitté le sol. Alors on a surtout accusé les pilotes de ces unités d'être des planqués, et ça a conduit d'ailleurs le sous-secrétaire d'État à l'aéronautique de l'époque à prendre une circulaire pour préciser que les pilotes et observateurs de ces unités ne seraient à recruter que parmi ceux qui ont d'abord fait un passage au front. Voilà ce qu'on peut dire sur les escadrilles côtières, et il faudra en conclure que l'histoire manque singulièrement d'intérêt, parce qu'à part quelques accidents et une poignée de tirs au canon ou d'attaques à la bombe contre des périscopes, il ne s'est rien passé. Ce serait allé vite en besogne, parce que les documents privés révèlent parfois de bien curieuses histoires, comme celle qui a été dénichée par un historien local, M. Guy Bonamy, que je tiens à saluer ici, qui vit au Pornic, et qui a trouvé quelque chose de très intéressant. Ça concerne la première attaque qui a été confirmée, à l'une des escadrilles côtières, l'escadrille 482, qui est basée au Sables-d'Olonne. Elle est équipée de bombardiers déclassés, des voisins LAP, dits voisins Peugeot, que vous pouvez voir ici sur le profil couleur. Certains sont équipés d'un canon de 37 mm en place avant. Donc voilà un voisin Peugeot. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont été dans cette escadrille joliment décorés.
tel qu'on peut voir sur les photos qui défilent ici. L'unité, en fait, n'a effectué que 3 attaques de U-boat durant la guerre, et celle qui nous intéresse est la première qui date du 25 juin 1917. Il y a un rapport du capitaine Touvenin, le chef d'escadrille, qui précise qu'elle a eu lieu par l'adjudant Héliot, qui pilotait le voisin V 1906, qui avait à son bord le capitaine Darnis, mitrailleur, et le sergent Hubert, pilote. Ils sont partis à 17h45 pour une reconnaissance au large de l'île Dieu. Au large de Saint-Gilles, à 18h05, ils survolent un transport maritime qui fait route vers le nord. À environ 10 km au nord-ouest de l'île Dieu, il aperçoit à 18h20 2 sous-marins ennemis, l'un en plongée, l'autre en demi-plongée. Ce dernier s'est dépêché de se mettre en plongée totale à l'approche de l'avion. Donc l'équipage a retrouvé difficilement les périscopes qui sont peints en rouge et qui ne laissent qu'un sillage très léger à la surface de l'eau. Les sous-marins étaient environ à 300 mètres l'un de l'autre et paraissent stationnaires. Donc leur avion attaque le sous-marin dont on voyait encore le périscope et il lui lance 3 bombes. L'avion, au retour, a survolé le transport maritime qu'il avait vu à l'aller. L'adjudant Héliot est descendu à hauteur du pont, a tiré 4 fusées rouges et lancé 2 bouées de correspondance, disant qu'il y a 2 sous-marins au large de l'île Dieu, faites demi-tour et prévenez si possible par TSF. Donc le navire ne prête aucune attention à ces signaux. Ce bâtiment du nom de Iberia portait un pavillon vert et rouge avec un signe dans le milieu du pavillon qu'on n'a pas pu reconnaître. L'adjudant Héliot atterrit à 18h50, c'est ce qui est dit textuellement dans le rapport. Donc, comme on avertit l'escadrille qu'un convoi de 3 navires escortés d'un chalutier est parti de la Palisse peu avant 18h en direction du nord, ce convoi va traverser la route des sous-marins, donc l'adjudant Héliot décolle immédiatement avec le même équipage pour prévenir ce convoi et lui ordonner de faire demi-tour. Il retrouve ses navires vers 20h45 et peut les prévenir au moyen de fusées et de bouées de correspondance. Le convoi, là, l'écoute et fait demi-tour. Héliot retourne atterrir à son terrain à 21h30. Alors voilà le rapport qui est dans les archives militaires. Il y a quand même une question à la lecture de ce rapport, c'est la présence d'un membre d'équipage surnuméraire, le sergent Germain Hubert. Il est dans un appareil qui est prévu que pour 2 places. Et qui plus est, bon, je veux bien qu'on se retrouve à 3 pour un vol d'agrément, mais il effectue carrément 2 vols avec 3 personnes. Or, après cette attaque de sous-marin, ni l'adjudant Maurice Héliot, ni le caporal Vincent Darnis, qui était le mitrailleur, ne vont recevoir une citation pour leur attaque, la récompense. Mais par contre, ils en retrouveront une autre en novembre 1917 pour une autre attaque qu'ils ont menée contre un U-boat. Donc il y a clairement quelque chose qui cloche dans ce rapport. Parce que le sergent Germain Hubert, le passager surnuméraire que vous voyez ici, lui, il a bien été décoré d'une citation à l'ordre des patrouilles de Bretagne pour cette attaque. Pourquoi? Alors qu'il était là presque en spectateur. L'explication va nous être donnée dans ses mémoires personnelles qu'il a rédigées en 1870 à l'attention de sa famille. Germain Hubert, c'est un ancien fusilier marin qui a été grièvement blessé en 1914. Il avait des compétences de mécanicien et elles lui ont permis d'être recruté en usine. Il est transféré du front en usine, puis à sa demande, il se porte volontaire pour aller dans une école de pilotage et il se retrouve affecté à l'escadrille 482 des Sables d'Olonne au mois d'avril 1917, au moment de la création de l'unité. Alors il est logé chez l'habitant, comme tous les pilotes. Il décrit une vie plutôt agréable et surtout en compagnie de sa petite amie qui s'appelle Yeti et qui se trouve être employée à la poste locale où elle est chargée du télégraphe. Et d'ailleurs, la demoiselle est très douée avec le langage morse. Et les avions font rêver la demoiselle qui supplie son petit ami. Et il dit, tous les jours c'était la même histoire, elle me disait, je voudrais monter en avion avec toi. Donc, Hubert, à coup de tournée générale au bar de l'escadrille pour s'acheter la complicité de certains mécaniciens, il organise la chose et le 25 juin 1917 a lieu le vol où il embarque un mécanicien d'occasion, un mécanicien complice et qui est sélectionné pour sa petite taille. Donc il fait rouler son avion voisin en bout de terrain, loin des regards. Son mécanicien volant donc descend de l'appareil pour le faire tourner en saisissant l'aile. Il en profite pour sauter dans le fossé qui est à proximité, d'où ressort Yeti, tout emmitouflé dans la même combinaison de vol que le mécanicien. Et elle prend sa place dans l'appareil. Donc Hubert s'apprête à mettre les gaz pour décoller, et c'est là que le destin frappe. Le standardiste TSF de la base fait irruption au milieu de la piste, drapeau rouge à la main, pour dire que Saint-Nazaire nous signale un sous-marin
alors qu'un convoi de navires part de la Palisse pour se diriger vers Saint-Nazaire et Lorient. Donc le patron demande des détails par radio et il aura du mal à les déchiffrer, comme d'habitude. C'est de la déveine que juste aujourd'hui, tu changes de mécano. Il va nous faire un de ces cafouillages, celui-là. Ah, aussi cette manie de faire tous les métiers au bonhomme. Donc, Hubert rassure le télégraphiste, il lui dit que tout ira bien, il est un peu pris au piège, il décolle. Et il dit, j'ai d'abord été voir le convoi qui était encore dans le Pertuis, donc ne craignant rien. Puis, je file vers le plateau de Rochebonne, qui est à 100 milles au large des côtes, mais visible qu'à marée basse, qui est seulement un point de repère, et je me dirige ensuite vers le nord. À 1500 mètres d'altitude, au nord de l'île de Ré, Hubert poursuit son vol. Et il indique, je me retourne un peu vers mon observateur, qui lui n'a pas du tout l'air de s'en faire, et par-dessus le marché, m'envoie des baisers à n'en plus finir. Drôle de guerre quand même. Puis tout d'un coup, mon observateur me tape sur l'épaule et me fait voir un point à l'horizon, où il dit avoir vu dans les jumelles comme une grosse épave, vu qu'il n'y a pas de mât. Au bout de quelques minutes, je me rends compte qu'en effet, c'était bien un sous-marin. C'était sûrement un Bosch, car aucun sous-marin français n'était sorti. Heureusement qu'avant le vol, et bien des jours avant, j'avais initié pour nous amuser ma petite amie au lancement des bombes avec la petite manette en réduit qui avait été faite par notre armurier. À vrai dire, c'était une sale histoire qui se préparait parce que se bagarrer avec un sous-marin Bosch, avec une femme à bord et en clandestinité par-dessus le marché. Ce n'était pas drôle et comment allait-elle se comporter dans la bagarre? Je regarde dans mon rétro et je vois dans le dos mon passager qui n'a pas l'air de s'en faire. Elle tape sur son émetteur morse, puis me crie, puis me regarde et au bout des doigts m'envoie un baiser. Je lui crie, fais bien attention, ça va barder. Et à ce moment-là, je vois un petit flocon de fumée sur le dessus du sous-marin. C'était le premier coup de canon pour moi. Une secousse dans l'appareil, mais tout a l'air normal. Je me dirige dans l'axe du sous-marin Bosch et en un rapide coup d'œil, je vois mon observateur, les yeux fixés sur le lance-bombe et la main sur le déclencheur. Puis tout à coup, un grand remous. C'est ma première bombe qui vient d'exploser et son souffle m'a un peu secoué. Il faut dire que je ne suis qu'à 200 mètres d'altitude. Je grimpe vite en zigzag pour éviter les tirs de DCA et repasse dans l'axe du sous-marin une deuxième et une troisième fois. Puis je m'éloigne, non sans avoir eu avant 2 autres coups de canon sans gravité. Enfin, du moins, je l'espère. Mon observateur tape toujours sur son morse. Je me demande ce que va penser notre radio de l'escadrille et le chef d'escadrille, le patron. Car en général, quand nos mécanos, nos observateurs envoient 3 ou 10 mots conventionnels, c'est bien le maximum. Les flots semblent vides à Hubert, qui fait des cercles sur la zone avant de repartir vers l'île de Ré, d'où il voit le convoi sortir du Pertuis. Puis, il va avertir ce convoi en jetant des bouées de correspondance. Le convoi fait bien demi-tour et son voisin revient en direction de l'île Dieu, où il a effectué l'attaque. Mais il a des vibrations à ce moment-là qui se font sentir dans l'appareil. Donc son moteur faiblit et Hubert va se diriger très vite vers la plage des Sables d'Olonne, où il va atterrir en catastrophe sur la jetée du port, réservoir d'huile à sec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son observateur s'éclipse discrètement, alors que l'appareil est progressivement entouré de toute une foule de curieux. Son hélice a été endommagée en fait par un éclat d'obus qui a été tiré par le sous-marin et ce qui l'a fait éclater en vol. On voit ici, tiré de son carnet, 2 photos. Et voilà l'hélice. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les mécaniciens de son escadrille sont prévenus, arrivent en camion, démontent l'appareil, le ramènent à l'escadrille, où Germain Hubert est convoqué par le patron, le capitaine Touvenin, et il s'intrigue de la quantité et de la qualité des messages reçus par la TSF, à tel point que le télégraphiste de l'unité, qui est peu à l'aise avec le morse, a de la peine à déchiffrer. Donc, on convoque la petite employée du bureau de poste, Yeti, parce qu'elle manie très bien le morse. Et c'est là que le capitaine Touvenin découvre le pot rose. Alors Germain Hubert note, alors le commandant, un brave homme au fond, me dit seulement une chose, vous avez eu de la chance que tout se soit bien placé, vous savez Hubert, ce qu'il vous reste à faire, nous ne sommes que 3 à connaître l'histoire, mais bon, écoutez, un sous-marin attaqué, ça s'arrose, et c'était le 25 juin 1917. Et voilà comment se termina cette histoire.
Le lendemain, dit Hubert, mon premier mécano et aussi peintre des insignes d'escadrille peignit sur la carlingue de mon voisin canon tout neuf ce mot Yeti. 10 jours plus tard, au cours d'un dîner intime, on remit à ma petite amie un insigne officiel de pilote, gravé de son nom avec la date du 25 juin 1917, en souvenir de ce vol mémorable, et on me remit la citation à l'ordre des patrouilles de Gascogne. Alors, malgré les recherches qui ont été entreprises par mon ami Philippe Guillemin, qui a demandé aux archives de la Poste si on pouvait trouver une employée au prénom de Yeti dans les Deux-Sèvres en 1917, on n'a pas pu retrouver la trace de l'existence de cette demoiselle. C'est une histoire qui se termine tragiquement, puisque, d'après Germain Hubert, bien des années après, suite à une longue maladie en août 1926, on lui accrocha cet insigne sur sa tenue mortuaire. Elle a emporté dans sa tombe ce macaron qu'elle aimait porter de son vivant. Alors, la seule preuve qu'on puisse trouver de ce récit, c'est l'état civil de Germain Hubert, qui nous apprend qu'il s'est marié en 1927, un an après le décès de sa fiancée, dont on ne connaît pas le nom de famille. Alors, quelle est la vérité? Quelle est la part de légende? Cette légende, elle méritait en tout cas d'être contée. Yeti.